Regardez, j'ai sorti mon t-shirt Brendan Fraser. Est-ce qu'il est pas beaucoup trop cool? Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, j'ai 2-3 petites annonces à faire. Tout d'abord, j'ai ouvert un compte TikTok, donc surtout n'hésitez pas à m'y suivre parce qu'en fait, tout le contenu que je faisais avant en story Instagram, je vais le transférer sur TikTok. C'est con parce que c'est complètement le principe, mais en fait le côté éphémère des stories me dérangeait. Donc en fait, je vais quand même continuer à faire des stories sur des contenus un petit peu random, mais tout ce qui était un peu mon contenu phare entre guillemets sur les stories, je vais les transférer sur TikTok. Donc à savoir tout ce qui était les work in progress, les doodles, tout ce qui était de l'ordre du dessin quand j'avais des croquis à faire. Et en termes de cinéma, tout ce qui était aussi les petites critiques à chaud en sortie de séance ou bien les petits challenges cinéma, tout ça, ça va aller sur TikTok. La deuxième chose, à l'heure où je vous parle, ça doit être sorti, j'ai participé à une vidéo collaborative sur la chaîne de Nightmare Chronique Cinéma que je vous mets ici dans le petit et dans la barre d'infos. C'est une vidéo sur le thème d'un tournoi Disney afin de sélectionner avec un jury quel serait le meilleur des films Disney, donc surtout n'hésitez pas à aller voir ça parce qu'il a mis énormément de temps, énormément d'amour dans cette vidéo et ça se ressent. La troisième chose enfin que je voulais vous annoncer, le deuxième épisode de Ciné Pépite arrivera la semaine prochaine si tout va bien. Quand je parle de si tout va bien, c'est parce qu'en ce moment ma santé est un petit peu fluctuante, donc ça se trouve je ne pourrai pas être en capacité d'assurer le tournage, mais si tout va bien, si tout se passe bien, tout est écrit, tout est prêt, donc normalement le prochain Ciné Pépite arrivera la semaine prochaine et j'ai très hâte de vous parler du film concerné. Allez, c'est fini pour mes annonces et on se relance directement dans mes envies, ma watchlist, mais aussi mes suggestions pour le Movie Challenge 2021 organisé par Lilili Blog et non pas Lilith Blog comme je l'ai dit tout le long de la première vidéo, excuse-moi d'avoir défoncé ton pseudo, et Tina Killer. On continue donc avec la catégorie un film avec un prénom. Personnellement je vous recommande très grandement Sibylle avec Virginie Efira, c'est un des meilleurs rôles de Virginie Efira. C'est une actrice que je trouve de manière générale très sous-estimée. Au-delà de sa performance en tant que telle qui est admirable, c'est aussi un thriller très rondement mené avec une tension progressive. On explore la relation malsaine entre une psy et sa patiente pour laquelle elle va être prise d'une soudaine obsession qui n'est pas vraiment de l'amour. Pardon, j'ai installé une jardinière et c'est la première fois que je vois des abeilles qui viennent butiner dedans. Oh, ça me rend trop contente. Pardon, c'est la parenthèse qui n'a rien à voir. Donc on explore cette relation entre les deux qui est très malsaine, mais il y a aussi tout un sous-message très intéressant sur les tensions qui sont liées au patriarcat et sur la concurrence, sur la pression aussi que ça met sur les épaules des femmes et sur leur relation entre elles. De mon côté, j'ai terriblement envie de regarder Maggie. C'était le film qui était sorti il y a 3 ou 4 ans je crois, avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal, donc déjà Schwarzy. Je veux dire, qui n'aime pas Schwarzy? Et écoutez, je trouve le pitch du film très intéressant. Je ne sais absolument pas ce que le résultat vaut, mais en fait, dans une apocalypse zombie, c'est l'histoire d'un père dont la fille se transforme en zombie et qui refuse de l'abandonner, qui cherche à continuer à créer du lien avec elle, qui cherche en fait à la soigner, qui cherche à la rendre à nouveau humaine. Utiliser l'apocalypse zombie dans un côté dramatique pour parler de la relation père-fille, ça peut être hyper intéressant, et de la relation père-fille où la fille n'est plus un être humain, parce qu'on a déjà vu beaucoup de relations familiales durant des apocalypses, mais on n'a pas vu en fait trop de films avec, à part Warm Bodies qui développait cette histoire d'amour avec le zombie. Mais voilà, cette histoire m'intrigue beaucoup, donc j'ai très envie de voir ça. Un film sur le divorce, je vous recommande évidemment si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que beaucoup de monde l'a vu parce qu'il a fait beaucoup de bruit à sa sortie, Jusqu'à la garde. Un magnifique thriller oppressant, angoissant, terriblement viscéral sur le divorce difficile d'une femme qui était en couple avec un mari violent. Le mari violent est incarné par Denis Ménochet qui est exceptionnel, et il a des regards qui glacent le sang. Ce que je trouve très intéressant avec Jusqu'à la garde, c'est que ce n'est pas que un drame, c'est un film qui emprunte à énormément de codes de genre et qui se transforme en un thriller, voire même par moments un film d'horreur. Il y a certaines scènes dans des couloirs avec des sons où on va jouer vraiment sur des tensions qui font presque penser à du film d'horreur. Et justement, il y a pas longtemps, c'était la journée internationale du droit des femmes, et s'il y a bien un film que je vous recommande sur un sujet féministe, c'est celui-ci, parce que hélas c'est un sujet féministe qui arrive tous les jours, qui est d'actualité, et je pense que c'est bien d'en prendre conscience à travers le cinéma. De mon côté, j'ai entendu parler du procès de Viviane Absatem et ça m'intrigue beaucoup. Déjà parce que c'est un film israélien, j'ai pas eu l'habitude de beaucoup voir des films israéliens, je crois que j'en ai vu qu'un seul jusqu'à présent dans toute ma vie. Et c'est un film qui a l'air d'avoir un propos assez féministe et assez intéressant puisqu'il parle des difficultés du divorce en Israël qui doivent être prononcées par un rabbin, et ça parle du combat d'une femme qui depuis 3 ans cherche à divorcer de son mari mais qui ne trouve aucun rabbin
pour prononcer le divorce. En plus c'est un film qui est réalisé par une femme qui est aussi l'actrice principale, donc je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Un film sur l'amitié. Je ne peux que vous recommander, bien évidemment. Est-ce que c'est l'occasion de frimer, de vous montrer mon coffret? Oui, bien sûr. Mais je ne peux que vous recommander, évidemment, Joint Security Area. Le premier film de Park Chan-wook qui a été distribué hors des frontières coréennes. C'est en réalité son 3e film. Je crois que ses 2 premiers longs métrages n'ont jamais été traduits et n'ont jamais été montrés en France. Joint Security Area, à l'époque, était sorti uniquement en vidéo. Il a eu une ressortie au cinéma il y a 2 ans que j'ai eu la chance de pouvoir voir sur grand écran. Et on a donc cette magnifique redistribution et ce magnifique coffret qui nous a été offert par l'Arabia et je vous conseille très grandement si vous pouvez vous procurer cette édition parce qu'en plus c'est une édition remaster, mais aujourd'hui vous avez sur le marché des DVD et des Blu-ray qui sont d'excellente qualité quand même avec ce film qui a été remasterisé et montré au cinéma il y a 2 ans. Il y a Macha qui a trouvé une cacahuète par terre, elle passe le meilleur moment de sa vie. La meuf, je lui achète des jouets qui me coûtent hors de prix, elle a pas joué une seule seconde avec, mais alors là la cacahuète, wouah! Donc pourquoi ce film sur la thématique de l'amitié? Parce que c'est un film absolument merveilleux sur l'amitié entre 2 gardes, un de la frontière sud-coréenne et un de la frontière nord-coréenne. C'est un film en plus de ça qui est tourné comme une enquête policière, donc il y a toute une trame très polar qui est très intéressante. Il y a aussi un sous-texte sur le sexisme, parce que le personnage principal, celui à travers qui on suit toute l'histoire, est en fait une enquêtrice envoyée par la Suisse pour enquêter sur des problèmes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, car il y a eu un meurtre. Et on va tout voir à travers son regard et aussi voir le sexisme auquel elle est confrontée. Comme tous les films de Park Chan-wook, c'est un film magnifique qui porte énormément de valeurs très humanistes, qui est comme tous ces films porté par un soin aussi au niveau de la photographie qui est exceptionnel, le scénario est absolument génialissime, et enfin, comme tous les films de Park Chan-wook, la bande son est aussi absolument exceptionnelle. Pour moi, c'est déjà un premier chef-d'œuvre. Après, je suis pas objective, Park Chan-wook c'est mon réalisateur préféré, mais vraiment si vous n'avez pas vu Joint Security Area, ruez-vous dessus, c'est un film merveilleux. Enfin, de mon côté, pour un film sur l'amitié, je vais essayer de rattraper Le Cercle des Poètes Disparus. Depuis le temps que tout le monde me parle de ce film, il faut absolument que je me le voie. Par contre, il a l'air extrêmement triste, donc il va falloir que je m'arme de courage et de patience pour pouvoir le voir, mais voilà. Un film sur le monde du travail, évidemment, le premier cinéaste auquel on pense, c'est Ken Loach. Cinéaste anglais très engagé, qui bien souvent ne travaille pas avec des acteurs professionnels, qui essaye vraiment de faire tourner des personnes qui ont connu les situations qu'il met en scène. Il a fait énormément de films qui dénoncent les conditions du travail précaires, donc il y avait Moi Daniel Blake par exemple sur le système des retraites, il y avait Sorry We Missed You qui est sur l'ubérisation du monde du travail, il y avait alors j'ai The Machinist en tête mais c'est pas The Machinist qui se déroulait dans un port, je me rappelle plus, je vous mettrai l'affiche ou le nom par ici. Donc évidemment si vous n'avez pas vu l'œuvre prolifique de cet auteur, je ne peux que vous conseiller de vous pencher dessus, d'en regarder au moins un, en plus ce sont des œuvres qui sont d'utilité publique. Mais le film que moi j'ai envie de vous conseiller en particulier, c'est un film français de Stéphane Brisé qui s'appelle En Guerre. Normalement, de temps en temps, vous voyez un petit bout d'affiche, je l'ai là. Donc avec Vincent Lindon dans le rôle principal. Vincent Lindon qui vraiment, j'ai l'impression depuis quelques années, s'oriente dans des choix de rôle de plus en plus politiques et de plus en plus militants. En Guerre est clairement un film militant qui en plus est basé sur une histoire vraie, qui compte l'histoire d'une grève de la CGT et d'ouvriers qui se battent pour conserver leur emploi, qui créent des plans, qui proposent des choses aux grands patrons, qui proposent des solutions qui sont tout à fait viables et les patrons qui à chaque fois refusent. Donc on suit les combats, on suit les tensions, on suit aussi la vie personnelle de ces personnes qui luttent au quotidien, donc les tensions que ça peut créer dans leur famille. C'est un très beau film mais qui est hélas très sombre et très pessimiste dans son déroulement, je vous raconte pas ce qui se passe mais voilà. Et je pense que beaucoup de monde devrait voir ce film, d'autant plus qu'il est basé sur une histoire vraie et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte en fait de ce qu'il se passe quand une usine ferme, parce que ça fait presque des faits divers au niveau des informations, tout le monde s'en fout un peu et je pense que ce genre de films qui humanisent ce genre de faits ne peuvent qu'aider à réveiller les consciences. De mon côté, toujours dans l'idée de rattraper un peu des grands classiques ou en tout cas des grands noms du cinéma, je vais rattraper The Machinist que je n'ai toujours pas vu, paraît-il le meilleur rôle de Christian Bale, donc ça va être l'occasion de voir ça évidemment. Un film sur une addiction, de mon côté je suis très enthousiaste à l'idée de rattraper Thank You for Smoking, pardon pour l'accent, un film en fait qui me fait envie depuis des années, je sais pas pourquoi, j'ai jamais trouvé l'occasion de le voir. C'est une comédie qui a l'air très satirique et très noire sur un vendeur et un représentant en cigarettes qui fait tout pour développer une addiction chez les gens pour vendre toujours plus de cigarettes. J'ai un peu envie de voir où va se situer le propos parce que
si c'est clivant pour être clivant, c'est pas très intéressant. Si jamais il y a un vrai message derrière, ça va être, je pense, assez pertinent. De mon côté, je vous recommande un film qui est sorti cette année, donc enfin, plutôt l'année dernière, en 2020. Il s'agit de Mickey and the Bear. Mickey and the Bear, c'est un film qui parle de l'addiction, mais qui s'intéresse surtout aux dégâts collatéraux de l'addiction. C'est-à-dire qu'on va suivre le personnage d'un père qui est addict aux médicaments, aux opiacés, parce qu'il a des douleurs partout, c'est un vétéran de guerre, donc il est tout cassé, et de sa fille qui est adolescente et qui du coup doit essayer de gérer ça. Et on s'intéresse du coup à l'impact de l'addiction sur la cellule familiale, sur la relation entre le père et la fille. Il n'y a jamais de jugement dans ce film, il n'y a jamais de pathos, et surtout à travers ce portrait-là, c'est aussi tout le système de santé américain que l'on remet en question, le fait que ce père, on pourrait très bien avoir des solutions pour l'aider, mais toutes ces solutions coûtent de l'argent, il ne peut pas travailler car il est en mauvaise santé, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Il est en mauvaise santé donc il ne peut pas travailler, il n'a pas l'argent pour se soigner, ce qui fait que sa santé ne s'améliore pas. Et on a aussi un portrait féminin d'une adolescente qui est très juste, qui est très beau, qui est très émouvant. C'est rare que je trouve des portraits d'adolescentes au cinéma dans lesquels moi je me retrouve, mais celle-ci, je me suis dit, elle a vraiment été écrite comme un personnage et pas comme un stéréotype d'adolescente. Un film sur internet ou sur les réseaux sociaux. Donc bien évidemment, moi ma première envie et ma première idée, ça a été de vous recommander les films Unfriended, parce que les films de la franchise Blumhouse, c'est un peu des plaisirs coupables, mais vous savez que je les adore. Ce sont pas des grands films d'horreur, ce sont pas des films au summum de l'intelligence, mais je trouve que les Unfriended exploitent vraiment intelligemment le concept qui est que de faire se dérouler un film d'horreur à travers un écran d'ordinateur, à travers des logiciels type Skype. Si vous voulez voir un film qui exploite ce concept-là de manière beaucoup plus intelligente et intéressante, je ne peux que vous conseiller Searching, un thriller tâté d'un drame qui est sorti il y a quelque chose comme 2 ans, et je trouve que c'est un petit bijou, un petit chef-d'œuvre qui est passé beaucoup trop inaperçu, et pour le coup avec ce concept toujours d'avoir un film qui se déroule uniquement sur un écran d'ordinateur, je trouve qu'il le pousse au plus intelligent et au plus loin de ses limites pour proposer une expérience qui soit purement cinématographique avec des moyens pourtant très limités. Mais une des meilleures recommandations que je pourrais vous faire sur ce sujet là, c'est Hard Candy avec Elliot Page dans le rôle principal. Si vous n'avez pas vu cette petite pépite, ce petit bijou du cinéma de genre, je vous en prie, regardez-le. C'est un peu difficile pour moi de vous raconter l'histoire parce que sinon je vous spoil une grande partie du film et une grande partie de son intérêt. Disons juste que c'est l'histoire d'un photographe qui rencontre des jeunes filles sur internet pour les prendre en photo. Et je ne vous raconte pas ce qui se passe par la suite. Je sais que c'était un film très populaire, mi-2000 vers 2010, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il a été complètement oublié, qu'il est passé complètement à côté de tous les radars actuels, donc je vous en prie, rattrapez ce film, c'est un chef-d'œuvre. De mon côté, je vais rattraper le film Sils Maria, qui avait fait beaucoup de bruit lorsqu'il était sorti, qui en plus de ça a l'actrice Kristen Stewart que j'aime beaucoup, que j'ai envie de voir un petit peu dans des rôles où elle est réhabilitée parce que tout le monde a craché sur elle après Twilight. À mon avis, elle était très mal employée dans Twilight. Cette actrice, elle est vraiment cool et j'aime beaucoup ce qu'elle propose, j'aime beaucoup ses engagements aussi en tant que personne. Par contre, Olivier Assayas, je suis un peu dérangée parce que son cinéma, un film sur 2, je trouve que c'est génial, et un film sur 2, je trouve que c'est une grosse purge. La dernière grosse purge qu'il a sortie étant Cuban Network, un film dont je suis partie avant la fin. Donc on verra ce que ça donne pour Sils Maria. Après, il a été tellement loué à l'international que je pense que ce sera quand même un bon film. Un film sur le monde de la politique. On va dire que le monde du travail à Ken Loach, le monde de la politique à Costa Gavras. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu des films de ce réalisateur, je vous les conseille énormément. C'est un réalisateur encore une fois très militant, très engagé, qui essaye en fait par le biais du cinéma de proposer des choses qui soient ludiques et qui essaye de rendre accessible au grand public des choses qui sont un peu compliquées. Son dernier film, Adults in the Room, qui est peut-être celui que je vous recommande le plus, parle notamment de toute la crise financière, de tout ce qui s'est passé au niveau de la Grèce, de tous les blocages économiques européens qui existent, de la gestion du Fonds monétaire international, tout ce genre de choses qui sont des notions qui sont assez complexes, qui sont très bien vulgarisées, qui sont très didactiques dans ce film, qui en plus de ça a un ton quand même très humoristique avec beaucoup d'ironie, avec un personnage principal qui est plein de mordants, beaucoup de charisme, ce qui fait que ça donne un film qui n'est pas uniquement sur son sujet, ça reste un film qui reste cinématographique, on n'est pas en train de regarder un documentaire. Un autre réalisateur qui est un petit peu dans cette mouvance-là, mais qui propose des films qui sont peut-être plus personnels au niveau du montage, au niveau de l'acting, au niveau de la photographie, mais qui sont aussi très intéressants et qui, encore une fois, permettent d'accéder à des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de bien comprendre ou de bien connaître, c'est Adam McKay avec notamment The Big Short et Vice. Donc là on va s'intéresser plutôt à la politique américaine, mais ce sont des choses qui évidemment impactent le monde de manière globale vu que l'Amérique est la première puissance mondiale. Et donc The Big Short s'intéresse
à la crise des subprimes et essaye vraiment de nous expliquer l'origine de cette crise. C'est hyper intéressant, c'est très riche, c'est très foisonnant et ça donne une excellente base sur laquelle commencer des recherches. Tandis que Vice, lui, s'intéresse à la figure du vice-président Chodney, quelque chose comme ça, qui en fait est responsable en grande partie de toute la crise qui est arrivée en Irak. De mon côté, je vais rattraper un film qui me fait très envie depuis très longtemps, que je suis très triste de ne pas avoir vu au cinéma. Il s'agit du jeune Karl Marx. J'ai très envie de le voir déjà parce que Karl Marx, mais apparemment c'est tourné un peu de manière buddy movie avec Engels, et moi ça me vend du rêve. Franchement, voir un buddy movie entre Marx et Engels, oui, je prends. Un film qui se déroule dans un hôtel, j'ai très envie de vous recommander Hotel Singapura. Et juste pour la petite info, j'ai trouvé ce DVD qui en plus est magnifique avec des cartes postales à l'intérieur du film et tout, enfin vraiment une très belle édition. Je l'ai trouvé à Noz, comme quoi il y a des très bonnes affaires là-bas. Oui, Christophe le Sauvage, tu n'es pas le seul à faire des bonnes affaires là-bas. Petit coucou à toi si tu passes par ici. Hotel Singapura, c'est vraiment un film très singulier parce que c'est un film à sketch qui se déroule dans un hôtel. On a le fil rouge d'un fantôme qui traverse les époques et qui va nous permettre d'accéder à différents petits sketchs, différents petits courts-métrages qui vont se dérouler dans l'hôtel. Je crois me rappeler qu'il y a 13 fragments en tout. Comme dans tous les films à sketch comme ça, il y a forcément des parties qui sont un peu moins bonnes, mais je vous assure que l'ensemble est vraiment excellent et surtout très original. C'est un film atypique, j'ai jamais vu d'autres films comme ça. J'ai jamais vu d'autres films qui abordent les sujets qu'il aborde de cette manière-là. C'est vraiment un film qui respire une patte, une identité qui est vraiment unique. Ce que j'apprécie aussi particulièrement avec ce film, contrairement à d'autres films à sketch, c'est qu'ils sont tous réalisés par le même réalisateur. Donc on a vraiment une unité, on a vraiment une personnalité qui se dégage de l'ensemble du film. On va y aborder des sujets comme bien évidemment le sexe et l'amour dans un hôtel. Il y a des sujets qui vont être liés à la drogue, il y a des sujets qui vont être liés à du meurtre. On va aussi avoir l'occasion d'explorer différents styles de cinéma à travers les différents courts-métrages, différents styles de photographie aussi parce que c'est un film qui visuellement est assez innovant, qui a vraiment une patte différente pour chacun des courts-métrages. Si comme moi vous êtes fasciné par le travail des couleurs, je pense que Hotel Singapura c'est vraiment un film très intéressant à analyser sur ce plan-là. De mon côté, on reste dans nom d'hôtel plus nom de pays avec Hotel Rwanda que je n'ai jamais vu, qui a pourtant l'acteur principal Don Cheadle qui est un acteur que j'aime énormément, d'autant plus que c'est un pan de l'histoire par rapport à un génocide au Rwanda qu'on connaît relativement peu et voilà, j'ai hâte de voir la manière dont ce film va le présenter. Je me méfie du côté un peu trop américain et un peu trop angélique parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment un côté très héroïfication, glorification comme ils aiment le faire à travers des figures types dans l'histoire qu'ils prennent pour amplifier des événements, donc je me méfie un petit peu de cet aspect-là, mais Don Cheadle quoi. Rien que ça me donne envie de voir le film. Un film au bord de la mer, si jamais vous ne les avez pas vus, il y a énormément de films de Takeshi Kitano qui se déroulent au bord de la mer. Donc vous avez bien évidemment Sonatine, son film le plus connu, que j'ai rattrapé uniquement l'année dernière pour ma part. C'est très particulier, je peux comprendre qu'on n'adhère pas, personnellement j'ai beaucoup aimé. Mais vous avez aussi les films Hanabi et Sin at the Sea, que pour le coup je n'ai pas vu et je vais sans doute rattraper pour ce challenge, qui se déroule aussi au bord de la mer. C'est très difficile de parler du cinéma de Kitano parce que c'est un cinéma qui est très froid, qui est par moments presque inhumain, terrible et détaché, et qui en même temps a des aspects très lyriques et poétiques au milieu d'une froideur, d'un détachement, d'une caméra qui est très distancée de ses personnages. D'un coup on va avoir des espèces de pause poétique et un peu onirique et un peu lyrique au milieu de ces films qui sont pourtant très durs et très froids. On va aussi avoir beaucoup d'humour qui vient décaler un ton qui est pourtant assez sinistre. En plus ce sont des films qui ont un rythme très lent, donc je suis curieuse de voir si jamais ce que j'ai trouvé dans Sonatine sera reproduit dans Hanabi et dans Sin at the Sea. On verra bien, mais en tout cas c'est ça que je me ferai sans doute pour le challenge et c'est aussi ma recommandation, surtout Sonatine pour le coup, dont je peux vous parler et que je peux vous recommander chaudement puisque je l'ai vu. Un film à la campagne, je ne cesse de vous faire les louanges de ce film depuis qu'il est sorti, j'ai l'impression que je vous en ai parlé des milliers de fois. C'est l'occasion d'en remettre une couche sur Petit Paysan. Si vous ne l'avez pas vu, déjà c'est l'occasion de découvrir l'acteur Swan Arlo qui est époustouflant. En plus de ça, Petit Paysan c'est un film qui est très intéressant sur le plan politique puisque l'on s'intéresse à la situation d'une petite exploitation paysanne qui vit des heures qui sont compliquées, donc on voit la communication avec les différentes aides de l'État, de l'Europe, et surtout c'est un paysan qui est confronté à la crise de la vache folle et on voit
le fait qu'ils n'ont absolument aucune infrastructure et aucune solution pour les aider si ce n'est abattre leur troupeau. C'est un film qui respire une très grande authenticité et ce n'est pas étonnant parce que le réalisateur en fait a connu cette crise de la vache folle. Le réalisateur est issu d'une famille de paysans et du coup a voulu aussi retranscrire l'histoire de sa famille à travers l'écran. Enfin, c'est un film aussi au style très particulier parce que avec un sujet pareil on pourrait s'attendre à un drame relativement classique alors que c'est un film qui va plutôt l'orner du côté du thriller, voire par moments du film d'horreur, avec notamment une scène d'introduction du film, une scène d'ouverture qui est totalement dans l'onirisme, qui est totalement dans le monde du rêve ou plutôt du cauchemar. C'est totalement surréaliste, c'est totalement inattendu et tout le reste du film se déroule dans cette atmosphère là. On va avoir aussi quelque chose au niveau de l'ambiance visuelle qui est très désaturé, qui est très froid, donc on est vraiment plus du côté du thriller. C'est vraiment un film mélange des genres, hybride, qui est très intéressant. De mon côté, c'est une recommandation d'Antoine, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de scènes à la campagne et je vais regarder Le Sentier de la Perdition, encore une fois dans cette optique de rattraper des classiques et tout. Ah, un film avec une scène qui se déroule dans un cinéma, c'était peut-être le film qui m'enthousiasme le plus, dont j'ai envie de vous parler dans cette deuxième partie. Je vous recommande grandement de regarder Angustia, Angoisse, le film de Digas Luna, qui est un bijou, une pépite du cinéma de genre, qui est vraiment très particulier et qui a ce petit goût de reviens-y, ce petit goût qui te marque à jamais quelque part dans ton esprit. C'est pas un film qui est parfait, mais c'est pas du tout ce que je recherche quand je vous parle de pépites. Je vous parle surtout de films qui sont marquants et qui sont justement peu mis en avant dans l'histoire du cinéma. Et ben voilà, Angustia en est un des grands oubliés qui mérite largement qu'on redore ses lettres de noblesse. Tout se déroule au début comme un film d'horreur relativement classique. On suit l'histoire d'un chirurgien fou qui vole les yeux de ses patients. Ok, et je ne vous raconte pas ce qu'il se passe, mais au bout d'un moment, au milieu du film, il y a un twist qui fait basculer totalement le film dans autre chose et on part dans un délire totalement halluciné. On ne sait jamais si on est dans la réalité, dans le fantasme, dans le rêve. Il faut accepter de se laisser basculer, il faut accepter par moments qu'on n'ait pas aussi toutes les clés de compréhension, mais je vous assure que pour peu que vous aimiez ce genre de choses, c'est un régal et surtout laissez-vous surprendre. De mon côté, encore une fois, un grand classique, je vais rattraper Cinema Paradiso, le film italien qui a été énormément discuté ces derniers temps, je me rappelle plus pourquoi, mais j'ai vu qu'il y a énormément de reportages. Je me demande s'ils n'ont pas fait une réédition HD ou un remaster de la pellicule, quelque chose comme ça. J'ai vu énormément de choses tourner autour de ce film. C'est vraiment l'occasion, et d'autant plus s'ils l'ont ressorti en très bonne qualité. Un film dans un environnement religieux. Alors, j'ai deux ambiances qui vont être totalement différentes et qui vont être totalement différentes dans les thèmes qu'ils vont aborder aussi. D'un côté, j'ai envie de vous conseiller Les Innocentes de Anne Fontaine, qui raconte durant la Seconde Guerre mondiale l'histoire de femmes dans un couvent en Pologne qui ont été violées par des soldats qui du coup vont accoucher, mais il va falloir, pour préserver le secret parce que toutes ces nonnes doivent rester vierges, il va falloir qu'elles abandonnent leurs enfants. Donc ça raconte toute cette histoire là qui est tirée d'une histoire vraie. C'est bien évidemment un film, vous vous en doutez, très féministe. C'est un film où il n'y a quasiment que des femmes. C'est un film qui va se dérouler dans un environnement froid avec une atmosphère austère. En plus de ça, on se situe en hiver. On va avoir énormément de jeux très graphiques avec l'habit noir des nonnes qui va se détacher sur le blanc de la neige, évidemment tout un symbolisme aussi avec le blanc de la neige qui signifie la pureté. Et de l'autre côté, un de mes petits chouchous que j'ai très envie de revoir, qui va être le film que je vais revoir pour ce challenge, Habemus Papam de Nanir Moretti, un de mes petits chouchous de feel good. Un film qui pour le coup se déroule dans des ambiances colorées très chaudes, dans un entre-soi qui est quasiment que masculin contrairement au film précédent. Et en fait il s'agit de l'élection d'un nouveau pape au Vatican et la personne qui est élue pour devenir pape n'a pas envie de devenir pape. Et ensuite cet environnement religieux qui aussi tient de l'ordre du secret parce que ce sont plein de choses que nous, le grand public, on n'a pas l'occasion de voir. C'est un film de personnages où ils ont tous une personnalité très marquée, c'est un film avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie et surtout ils sont tous adorable en fait, je sais pas comment on dirait le rassemblement des petits papis parfaits, t'as tous envie de leur faire des câlins, ils sont tous trop mignons. Donc voilà, deux choix, deux ambiances, deux films qui sont très intéressants mais deux films qui ne racontent pas du tout la même chose et deux films qui ne vont pas du tout vous faire passer le même type de soirée. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Un film avec un meurtre, c'est l'occasion pour moi de vous reparler d'un couteau dans le cœur. Il faut voir après si l'ambiance que je vous décris va vous plaire, mais si jamais vous aimez le Brian De Palma, période Body Double, Phantom of the Paradise avec cette ambiance
un peu décadente, très burlesque. Tout un rapport aussi au porno des années 80. Si vous aimez tout ce qui va être au milieu de l'homosexualité dans les années 80-90, qui va être surtout lié au tabou du sida, si jamais vous voulez voir un film qui parle de l'industrie pornographique dans ces années-là, et si vous voulez voir Vanessa Paradis dans un de ses meilleurs rôles, qui est absolument excellente et qui en plus incarne une lesbienne qui gère une société de films pornographiques à l'écran, allez-y, ce film est fait pour vous. En plus de ça, c'est porté par une photographie très néon, très De Palma. J'arrive pas à dire ça autrement, très De Palma, avec ces contrastes très forts, ces néons, cette ambiance très années 80, avec une musique au synthé par derrière qui va venir appuyer des scènes de meurtre. Le tout dans une ambiance film noir, thriller polar, avec quand même un côté très romantique et très sombre au fond. C'est un film hybride de tout ce que j'aime au cinéma. C'est vraiment pour moi la synthèse, c'est un peu mon film, presque mon film parfait, mon film archétypal. C'est vraiment absolument grandiose, c'est très référencé tout en ayant sa propre personnalité, c'est un régal. De mon côté, je vais rattraper Le Voyage de la peur de Ida Lupino, déjà parce que c'est un vieux film, j'ai pas forcément une très grande culture dans les grands films et dans les vieux films, mais aussi parce que c'est un film réalisé par une femme, et comme je vous l'avais dit en introduction dans la première partie, j'ai pas forcément une très grande culture des réalisatrices, donc c'est l'occasion de rattraper ça. Et enfin, c'est un film avec un scénario qui m'intéresse beaucoup, puisque c'est l'histoire, comme son nom l'indique, d'un voyage de la peur, puisque deux jeunes femmes prennent en stop un homme qui s'avère être un tueur en série. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, et surtout voir un regard féminin sur le cinéma de genre de cette époque, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Un film avec des jumeaux ou avec des jumelles, j'ai envie de vous recommander L'Autre, un film des années 60 qui est un grand classique du cinéma de genre et qui surtout a laissé sa patte. On sent que c'est un film qui a énormément inspiré d'œuvres et qui continue à en inspirer aujourd'hui. C'est un film qui repose beaucoup sur son twist de milieu de film et sur sa fin, donc je ne vais pas vous spoiler, mais on va dire surtout que c'est l'histoire de deux jeunes enfants, deux jeunes frères jumeaux, qui sont un peu solitaires, qui font les 400 coups, qui vivent avec leur mère qui est un peu malade, et je ne vous en raconte pas plus. Le début du film peut être un peu lent, il a des côtés un peu moralisateurs, il a un côté très chrétien qui est par moments peut-être un peu lourd, mais on se rend très vite compte que tout cet aspect-là, qui peut être un peu lourd en première partie, est en fait totalement démonté dans la deuxième partie, et surtout c'est incroyable de voir à quel point ce film a très peu vieilli et à quel point il continue encore aujourd'hui d'influencer de grands réalisateurs. En plus du challenge Movie Challenge 2021, cette année je me suis lancée dans l'idée de rattraper toute la filmographie de Brian De Palma, et il y a un film qui correspond parfaitement à cette catégorie, c'est Sœurs de sang, donc voilà, ça va être d'une pierre deux coups, je vais pouvoir voir un film avec des jumelles et voir un film de De Palma, il paraît qu'en plus c'est l'un de ses meilleurs, donc j'ai hâte. Un film avec un objet magique, je vous avoue que je me suis trituré la tête pendant je ne sais combien de temps et je n'ai eu absolument aucune idée à part Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, de toute façon moi Le Seigneur des Anneaux je le revois assez souvent, donc si vous ne l'avez pas vu, bien évidemment je vous le reconseille, et moi je vais pouvoir me le refaire comme ça, mais je vous avoue qu'à part ça, n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour cette catégorie, parce que moi j'ai séché. Un film avec une course-poursuite, je ne vous recommande pas Enragé, qui est une grosse purge dont je vous avais parlé dans mes flops de l'année 2020. Par contre, bien évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande Mad Max Fury Road, un des plus grands chefs-d'œuvre, si ce n'est le plus grand film des années 2010 au cinéma, qui est une claque absolument géniale, qui réussit à faire du blockbuster intelligent avec un message politique qui est magnifique sur le plan visuel, la musique est géniale, les acteurs sont géniaux, avec un message féministe très fort, bref. J'adore ce film. Donc je suis désolée, c'est pas très original, mais c'est vrai que j'avais pas trouvé spécialement de pépites à vous recommander pour cette catégorie. De mon côté, je vais regarder Vanishing Point parce que, encore une fois, c'est un classique. Et aussi nous avons The Watcher, qui est un des rédacteurs de l'écran, qui en vante très souvent les mérites. Je vous mets d'ailleurs le site de l'assaut dans la barre d'infos si vous voulez aller y jeter un œil. Et étant donné que je fais plutôt confiance à ses jugements et à ses goûts, je vais me pencher dessus. Un film avec une scène dansée ou chantée, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est bien évidemment Phantom of the Paradise, un de mes films préférés, qui est dans mon top 15 de mes films préférés de tous les temps, un film de De Palma qui est absolument phénoménal. Si vous ne l'avez pas vu, ruez-vous dessus, c'est un chef-d'œuvre gothique, noir, sombre, burlesque, romantique, beau, ironique, avec des chansons qui sont sublimes, avec une ambiance visuelle qui est absolument exceptionnelle. Regardez ce film. Mais peut-être le film que je vous recommande le plus, ce serait Mother de Bong Joon-ho, qui est mon film préféré de Bong Joon-ho, je pense, qui comporte des scènes de danse au début et à la fin, et qui est un des films les plus sous-estimés de sa carrière,
un de ses films les moins vus, et qui est pourtant un de ses films les plus intéressants, qui dresse le portrait d'une mère dont le fils est handicapé mental et se retrouve accusé, à tort ou à raison, de viol et de meurtre. Il y a tout un aspect enquête très polar, mais il y a aussi surtout un aspect drame, parce qu'on voit le portrait de cette femme qui en plus est vraiment une madame tout le monde, très pauvre en plus de ça, donc on a aussi un portrait de la Corée rurale, de la Corée pauvre à travers ce film. On a, comme très souvent chez Bong Joon-ho, tout un portrait de la corruption policière et de l'incapacité policière. C'est un film magnifique et le scénario déchire le cœur. De mon côté, je me suis renseignée, il y a beaucoup de scènes de danse apparemment dans le film parce que c'était dans la période du bebop. Donc on va bien voir ça. J'ai envie de rattraper La Révolution silencieuse que j'avais loupé au cinéma. C'est un film dont l'histoire m'intéresse beaucoup. En fait, ça parle dans l'Allemagne de l'Est d'une bande d'étudiants qui ont voulu faire une minute de silence suite à un massacre qui est arrivé en Pologne, je crois. Et en fait, ça montre comment cette minute de silence fout un bordel monstrueux dans le pays et à quel point, en fait, ils commencent à se faire menacer, etc. Et à quel point ça devient un enjeu politique colossal alors que eux voulaient juste faire une minute de silence. Un film avec des flashbacks, un des films que je vous recommande, qui est peut-être une des plus grandes preuves qu'il existe des pépites qui ne sortent pas au cinéma, qui sont en direct ou vidéo. Il s'agit de Prédestination. Ce film m'a cassé la gueule. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ce film, quand vous arrivez à la fin, je vous jure que c'est un mindfuck. Pour moi, c'est... Je comprends pas que ce film apparaisse pas plus dans des tops sur les twists qui te retournent la tronche, sur les fins qui te cassent la gueule ou ce genre de trucs. Pour moi, en termes de retournement, en termes de complexité scénaristique, ça vaut un 6e sens. Et je vais même vous dire, en termes de complexité sur ce que ça veut dire, sur les avancées scientifiques, etc., pour moi, c'est aussi intelligent qu'un film de Christopher Nolan. Ouais, ça le vaut largement. Évidemment, encore une fois, ça fait encore partie de ces films à surprise et ces films où le scénario est très important, donc c'est difficile d'en parler sans vous spoiler, disons juste que c'est une enquête où un personnage retourne dans le temps. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est excellent, Ethan Hawke est absolument phénoménal. En plus de ça, c'est un film qui porte un message sur la transidentité que je trouve absolument fabuleux aussi. Bref, c'est vraiment une pépite et pour moi, je vais même vous dire, c'est un chef-d'œuvre de la SF. De mon côté, je vais me faire le très connu We Need to Talk About Kevin, avec Tilda Swinton dans le rôle principal, une de mes actrices préférées. C'est un film dont j'entends parler depuis très longtemps, donc c'est l'occasion de le voir. Un film avec une voix off, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande Persepolis de Marjane Satrapi, qui est un film d'animation qui raconte son enfance et son adolescence en Iran, au moment où le Shah a été destitué et que la charia a été mise en place. Ça raconte cette perte de liberté soudaine pour les femmes, mais aussi la manière dont toute une vie parallèle s'organisait, cachée des autorités. En plus de ça, c'est un film à l'animation sublime, avec beaucoup d'humour, beaucoup de musique rock aussi dans la bande son, quelque chose de très péchu, qui est complètement à l'opposé du drame larmoyant dont on pourrait s'attendre avec un tel sujet. Ça a au contraire un aspect assez péchu, assez feel good. C'est un film connu, donc là c'est pas vraiment une pépite, je pense que tout le monde connaît ce film, mais je vous avoue que sur le sujet c'est celui-ci que j'ai envie de vous recommander le plus, d'autant plus que en général le procédé de voix off, moi c'est quelque chose qui a tendance à me gonfler, il y a pas beaucoup de films que j'aime avec ce procédé là. De mon côté, je vais rattraper un des films qui m'a beaucoup intrigué quand il est sorti il y a 6 ans, c'est Les Bêtes du Sud sauvages. On entendait parler de ce film partout, il y avait des affiches partout, il y avait des bandes annonces qui étaient martelées partout, et j'ai l'impression que depuis il a totalement disparu des radars. J'ai l'impression que c'était très poétique, très onirique, très beau, rien que l'affiche me fait rêver en fait, donc j'ai hâte de voir ce que ça raconte, et si jamais ça a cet aspect conte et onirique que j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas que nous vend la bande-annonce, que nous vend les ambiances visuelles et tout, moi je pense que ça va énormément me séduire. Un film avec un caméo du réalisateur, de mon côté je vous recommande la petite pépite, le petit bijou Mr. Nobody. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une claque. Encore une fois, c'est un film qui repose beaucoup sur son scénario, donc je peux difficilement vous en parler, disons juste qu'il y a encore une fois une histoire de retour dans le temps, de voyage dans le temps. C'est un film sublime qui dégage un sentiment de nostalgie très fort, c'est un des plus beaux films sur les passage de l'enfance à l'adolescence, c'est un des plus beaux films je trouve sur les thèmes de la famille, sur les thèmes du déchirement, sur les thèmes en fait de tous ces espèces de rites initiatiques et ces espèces de moments marquants qu'on a dans la vie, qui sont des étapes obligatoires pour grandir, mais sur le déchirement, la souffrance, la mélancolie qu'on peut ressentir à ces moments-là. Et donc apparemment il y a un caméo du réalisateur à l'intérieur, je ne savais pas. Pour la petite anecdote, c'est le même réalisateur qui a fait le Tout Nouveau Testament, un film sorti en 2015 il me semble, avec Benoît Poelvoorde, un film que j'avais aussi absolument adoré. Si jamais vous avez aimé l'ambiance qu'il y a dans le Tout Nouveau Testament, cette espèce de mélange constant d'ironie, d'humour, cette espèce de beauté et de lyrisme et de poésie qui se dégage de l'ensemble, et vous retrouverez exactement cette tonalité là dans Mr.
Mr. Nobody. Ce sont deux films qui sont assez compliqués à décrire tant qu'on ne les a pas vus parce qu'ils ont vraiment une ambiance qui est à la frontière entre plein de genres et qui est compliqué à décrire, d'autant plus que pour Mr. Nobody, je peux difficilement vous parler du scénario, vu que ça fait partie aussi de ses grands intérêts. De mon côté, je vais rattraper Apocalypse Now. Il serait temps que je voie ce film. Je vais vous annoncer un truc, j'ai vu quasiment aucun film de Coppola. Autant La Fille, j'ai vu des choses, autant Francis Ford, je n'ai quasiment rien vu de sa filmographie. Donc c'est pareil, 2021, c'est l'année des classiques, c'est l'année où on rattrape, c'est l'année où on se fait de la culture un peu plus costaud. Oui, parce qu'il n'y a pas que les séries B, il n'y a pas que les nanars, il n'y a pas que les parodies de films porno dans la vie. Il y a aussi des grands films réalisés par des grands réalisateurs, donc voilà, Apocalypse Now, ce sera pour moi. Un film avec le César de la meilleure actrice, sans aucune hésitation, je vous recommande Séraphine, avec une Yolande Moreau qui est au top de ce qu'elle a pu proposer. Yolande Moreau, de toute façon, c'est une actrice qui a l'art de me toucher terriblement, c'est une actrice que je trouve formidable, mais alors dans Séraphine, je trouve qu'elle a un rôle qui lui va parfaitement bien. Séraphine, c'est l'histoire en fait d'une domestique dans une famille bourgeoise qui vit une vie très simple, une vie très pieuse, qui est très croyante, et un jour elle a entendu Dieu lui dire qu'il fallait qu'elle se mette à peindre. Et un jour, un collectionneur repère ses peintures et se met à les lui acheter. Donc c'est tout le trajet de cette femme de rien, qui part de rien du tout, de cette femme très modeste, qui d'un coup va être mise en avant, mais va aussi bien évidemment souffrir des affres du marché, souffrir de marchands escrocs, souffrir de personnes qui vont utiliser sa bonne volonté, utiliser aussi sa croyance pour la tourner en ridicule. En plus de ça, comme c'est un film qui se déroule dans tout un univers de la peinture, au niveau visuel, on va avoir énormément de références, en particulier au pictorialisme et à l'impressionnisme. C'est un film qui est très riche et très documenté au niveau pictural, et vraiment la photographie fait honneur à ce médium-là, donc je vous recommande ce film 1 milliard de fois. De mon côté, j'hésite, soit je me referai L'été meurtrier, que j'avais énormément adoré quand je l'avais vu, avec une Isabelle Adjani que je trouve déjà absolument fascinante, elle est d'une beauté glaçante, elle est ténébreuse, elle fait peur, je la trouve absolument phénoménale dans ce rôle, je trouve le film aussi absolument génial. Ou alors je vais découvrir la journée de la jupe, j'allais dire la semaine de la jupe, la journée de la jupe, un film que je n'ai jamais vu, et c'est pareil, il avait l'air d'être assez intéressant, et d'avoir un sujet très féministe pour le coup, donc je pense que soit l'un soit l'autre. Un film d'un réalisateur que j'adore, écoutez, je vous en parlais tout à l'heure, Park Chan-wook, c'est mon réalisateur préféré, donc cette année c'est l'occasion que je rattrape le seul et unique film que je n'ai pas vu, Sympathy for Mr. Vengeance. Du côté des films à vous conseiller, c'est difficile étant donné que je vous conseillerai l'intégralité de sa filmographie. Je vous ai déjà parlé de Joint Security Area tout à l'heure, mais honnêtement je trouve que tous ces films, à part Stalker, c'est la seule exception, je trouve que tous ces films sont à voir, vraiment. Et je dis ça parce que bien évidemment c'est mon réalisateur préféré, mais je pense qu'objectivement tous ces films sont excellents, même les films un peu plus mineurs sont vraiment phénoménaux. Un des films qui contraste le plus avec sa carrière, c'est peut-être Je suis un cyborg, qui est un film très feel-good, très mignon, qui est absolument... c'est un des films les plus réjouissants du monde, donc peut-être que c'est celui-là que je vous conseillerais le plus, parce que je pense qu'en ce moment, avec le coronavirus et tout, on a envie de voir des choses qui sont feel good et qui vous remplissent le cœur de sentiments merveilleux. Donc voilà, regardez ça, parce que sinon les films de Park Chan-wook c'est plutôt des films assez sombres et un peu torturés, et voilà, donc pas forcément pour se remonter le moral, mais sinon franchement l'intégralité de sa filmo, ce mec n'a pondu que des chefs-d'œuvre sur chefs-d'œuvre, à part Stalker. Enfin, pour les 3 dernières catégories, je vous avoue que j'ai pas trop compris, parce que il s'agit en fait de film qui m'a fait pleurer, film qui me fait pleurer de rire, et film que j'aurais aimé voir en salle. Donc ça suppose que ce sont 3 films que j'ai déjà vus, donc déjà je ne sais pas moi quel film découvrir dans ces catégories-là, parce que je peux pas me dire qu'un film va me faire pleurer, ou un film que j'aurais aimé voir en salle avant de l'avoir vu. En plus de ça, c'est difficile parce que moi je suis pas spécialement quelqu'un qui aime revoir beaucoup les films. Peut-être que ces 3 catégories-là, je les remplirai pas tout simplement parce que ce sont des thématiques qui me parlent pas spécialement. Film qui m'a fait pleurer, alors c'est difficile de vous en recommander parce que je suis quelqu'un qui pleure beaucoup au cinéma. Vraiment, les 3 quarts des films que je vois me font pleurer, je pleure tout le temps, je pleure d'admiration, si jamais c'est beau je pleure, si jamais ça fait
peur, je pleure. Si jamais je trouve le scénario bien écrit, je pleure. Si jamais c'est dramatique, je pleure. Si jamais c'est beau et poétique, je pleure. Si jamais la photographie est belle, je pleure. Donc bon, je pleure tout le temps. Le dernier film en date qui m'a fait pleurer, c'est Pride, un film en plus qui est rempli, voilà, qui est très feel good. C'est un film très politique et c'est un film très intéressant qui montre comment les luttes LGBT et féministes peuvent se recouper avec des luttes du coup intersectionnelles, là en l'occurrence des luttes d'ouvriers pour garder leur travail. Voilà, donc peut-être que c'est celui-ci que je vous recommanderais qui m'a fait pleurer, juste parce que c'est le plus récent. Film qui m'a fait pleurer le rire, je vous recommanderais Monquette. Vraiment, j'ai un souvenir de fou rire à chialer de rire, littéralement, sur ce film. C'est un film avec François Damiens, en fait, qui piège des gens. Et en fait, la plupart des scènes, il y a quelques scènes de fiction qui ont été tournées du coup pour raconter quand même une histoire et pour créer un fil rouge, mais la plupart des scènes, ce sont des scènes improvisées avec des personnes qui se font avoir par son personnage grossier, hautain, vulgaire et tout. C'est à chialer de rire. Et pourtant je suis pas quelqu'un qui aime trop les pranks, les caméras cachées, ce genre de trucs, ça me saoule très vite. Mais François Damiens, il le fait toujours... c'est lui qui passe pour un con, c'est pas les personnes dont il se moque. Et je trouve que ça, cette nuance, elle est très importante, parce que c'est vraiment son personnage qui est choquant, qui est détestable, qui est vulgaire. Et enfin, quant au film que j'aurais aimé voir en salle, c'est un film que j'ai rattrapé l'année dernière, très honnêtement, il s'est déjà hissé dans mon top 15 de mes films préférés de tous les temps. J'ai eu une claque, je vous jure que j'en suis pas redescendue. Mais je pense que ça se voit là, mais rien que d'en parler, j'ai des paillettes dans les yeux, mais j'en frissonne d'admiration, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais ce film franchement, pourtant j'y allais avec tous les a priori du monde et vous me connaissez, moi j'ai pas la langue dans ma poche quand il s'agit de défoncer des classiques parce que je trouve que c'est des grosses merdes, etc. J'y vais, hein, moi j'ai absolument pas peur de ce genre de statut, mais alors 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est indépassable. Moi je trouve que... Enfin, je sais pas, on n'a pas réinventé grand chose depuis quoi, enfin, ce film est ouf, voilà, j'ai pas d'autres termes, et ça j'aurais aimé le voir en salle, et je suis un peu déçue, d'autant plus que le Gaumont avait fait toute une séance de rattrapage autour de Kubrick, et j'aurais pu pouvoir le voir en salle. J'y suis pas allée parce que j'avais peur de me faire chier, parce que j'avais plein d'a priori autour de ce film, et putain je regrette. Si jamais il repasse en salle, clairement j'irai le voir parce que... Ah, ce film, j'en suis parvenue. Et voilà, écoutez, c'est la fin de cette très longue vidéo en 2 parties. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère, comme pour la première partie, que je vous ai partagé et donné envie de découvrir des films, que je vous ai surtout partagé mon enthousiasme pour certains films et pour certains projets. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, vous faire découvrir des choses qui sont un petit peu insolites, etc. Et surtout, n'hésitez pas, vous, si jamais il y a des catégories qui vous parlent, à me recommander des choses à voir, à me recommander des pépites, des coups de cœur. Surtout, n'hésitez pas, parce que c'est aussi ça le plus important, c'est qu'on puisse avoir un dialogue, un échange. Si jamais vous voulez suivre l'évolution de ce challenge de mon côté, que je vous parle un petit peu des films que j'aurais vus, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, parce que c'est sans doute là-bas que je ferai un thread dédié à ce challenge-là. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les autres réseaux sociaux, sur Instagram où je vous fais des anecdotes ciné dessinées par mes petites mimines, où je vous parle aussi d'autres petites pépites, je vous fais aussi des stories, sur TikTok où je vais vous faire des challenges, où je vais vous parler de dessins, enfin bref, de plein de trucs. Sur Twitter, je vous raconte ma vie, mais je vous parle aussi cinéma. C'est clairement le réseau où je suis la plus active, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et voilà, cette vidéo est terminée, je vous retrouve si tout va bien pour la semaine prochaine pour le numéro 2 de Ciné Pépite, et j'ai tellement hâte de vous faire cette vidéo, j'espère en tout cas que ça va beaucoup vous plaire. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, j'espère que tout va bien de votre côté, j'espère que la situation n'est pas trop pesante. Vraiment faites tout pour prendre soin de vous au maximum, c'est le plus important, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, j'ai l'impression de devenir une coach. Une coach en vie, non pas du tout, mais c'est juste j'ai envie de vous apporter un peu de positif et voilà, donc c'est tout, très modestement. Et voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!